Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Et on commence ce récap avec un marché de l'immobilier qui semble retrouver des couleurs en cette fin d'année, conséquence notamment de la baisse des taux d'intérêt depuis le mois de février. Ces derniers avaient dépassé les 4% en 2023, compliquant les achats surtout pour les primo-accédants. De son côté, le secteur de la construction, lui, est toujours au ralenti et la suppression du prêt à taux zéro n'a pas aidé. Louise Viager est allée faire le point sur la situation. 17 000 euros d'économie sur un emprunt. C'est en moyenne ce qu'un acheteur peut espérer pour un bien à 200 000 euros avec les taux d'intérêt actuels à 3%. Cette différence relance le marché de l'immobilier. Depuis quelques mois, il y a un frémissement, c'est-à-dire qu'il y a une baisse sur les taux d'intérêt, ce qui fait un petit mouvement supplémentaire pour les acheteurs. Tout ce qui est bien à 150 000 euros, il y a de la demande. Je dirais que c'est les biens un peu plus supérieurs, voilà. C'est-à-dire à plus de 200 250 000 euros. Depuis le mois de février, les taux d'intérêt ont progressivement baissé. Ils pourraient même atteindre 2,5% d'ici un an. Des changements qui ont un impact sur le marché. Ça a redonné un peu plus d'allant, on va dire, aux primo-accédants, surtout pour l'achat de maison. Achat de maison avec travaux ou achat de maison classique sans travaux. Par contre, pour la construction, on est toujours un peu un peu plus difficile en fait dans la construction, parce que dans la construction, malheureusement, on a perdu le prêt à taux zéro en avril 2024, ce qui fait que pour la construction, on n'a pas retrouvé l'allant qu'on avait en fait malgré la baisse des taux. Après une telle baisse des transactions pendant des mois, puis une baisse des prix, le secteur de l'immobilier est convalescent. Les prix se réajustent en fonction des zones, moins 7% au Sable d'Olonne, mais à La Roche-sur-Yon, la tendance est à la hausse avec un demi-point en plus. On va retrouver quelque chose qui est cohérent. C'était juste après Covid où c'était moins cohérent parce que les taux d'intérêt pour la reprise avaient été mis très bas. Et donc ça a fonctionné, il y a une vraie reprise, mais ce n'est pas le marché, ce n'est pas le vrai marché. Finalement, le marché aujourd'hui avec 800 000 ventes, entre 750 et 900 000 ventes dans l'année, c'est cohérent. C'est ce qui se passe dans l'année. Quand on était à 1 200 000, on n'est plus du tout dans un marché classique. Le secteur de l'immobilier reste donc optimiste et la tendance devrait se poursuivre. La Vendée reste une terre d'achat avec 72% de propriétaires. Et en cette fin de semaine, le Vendespace accueille le salon Vendée Métiers pour une 6e édition. 350 formations en alternance ou en apprentissage y sont présentées. 60 filières à découvrir au gré d'ateliers et de conférences destinés aux collégiens, aux lycéens, mais également aux adultes en quête d'une nouvelle orientation professionnelle. Ce salon est organisé avec le soutien du département, mais aussi de la région, qui souhaite redynamiser certains secteurs en perte d'attractivité. Il y a quelques années, énormément de jeunes voulaient être boulangers. Depuis quelques temps, on constate que c'est un métier qui attire moins. On a besoin de remettre au devant de la scène ce métier qui était un vrai savoir-faire français et qui s'exporte énormément, sur lequel il y a beaucoup d'emplois en devenir. Je pense aussi à d'autres métiers, comme le métier de la carrosserie, un autre domaine de compétences, mais également ce métier-là a besoin d'être représenté. Un des points, c'est permettre, de présenter les différents métiers qui existent. Ça a été évoqué. La difficulté à recruter des charcutiers, recruter des boulangers, c'est permettre ainsi de montrer ces filières, montrer ces différents métiers aux jeunes et aux différentes personnes en reconversion et leur montrer ainsi les spécificités de ces différents métiers. Pourquoi pas créer des nouvelles vocations. Permettre aux entreprises d'un même territoire de se rencontrer, mais aussi mettre en commun leur dynamisme et valoriser leur savoir-faire, c'est l'objectif du salon Effervescence, dont la 4e édition aura lieu le 21 novembre prochain à l'espace Plaisance de Luçon. Organisé par la conférence des petites et moyennes entreprises, il avait attiré près de 100 entreprises vendéennes l'an passé. C'est un moyen déjà de parler de soi à faible coût, parce que le coût du salon est tout à fait accessible et abordable pour l'ensemble des entreprises. Et puis peut-être de trouver, de trouver des partenaires locaux. Où souvent on connaît les entreprises, on connaît peut-être leurs dirigeants, mais on ne sait pas forcément leurs activités. Et donc c'est d'aller rencontrer et de trouver des nouveaux prestataires. Et c'est le cas, ça match. Voilà, j'ai quelques cas effectivement où ça a matché.
Autre rendez-vous du 21 novembre, le Forum de l'économie sociale et solidaire revient pour une 7e édition, organisée par le pôle du même nom qui fête ses 10 ans. Son objectif est d'appuyer le projet solidaire et sociaux, sensibiliser et mettre en réseau les acteurs du territoire. C'est une journée qui permet de rencontrer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment sur le temps du midi au village des initiatives. Puis l'après-midi, il y aura des ateliers participatifs sur différents sujets comme la sobriété numérique, les politiques publiques. Notre objectif, c'est d'abord que les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'ESS et qui souhaitent aussi peut-être créer des synergies avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire se rencontrent. Et puis, c'est aussi que les personnes qui participent repartent avec des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs. Ce lundi 11 novembre, de nombreuses commémorations ont eu lieu un peu partout en France afin de célébrer l'armistice de 1918, marquant la fin de la Première Guerre mondiale. Certaines communes avaient décidé d'innover afin de mieux perpétuer le devoir de mémoire auprès des plus jeunes. C'est le cas notamment à Angles et à Bazoges-en-Paré, où les enfants ont été impliqués dans des cérémonies symboliques et ces moments de partage. Reportage Anaïs Escalona. Pendant un an, tu l'auras. Il faudra surtout le respecter et le faire respecter à tous tes copains. Porter le drapeau français, tout un symbole. Maxence est en CM2 et pour lui, comme pour ses camarades, commémorer l'armistice représente un grand moment. Déjà, on l'étudie en classe et on lit parfois des livres pour bien comprendre ce qui s'est passé à la guerre. Pourquoi c'est important pour vous cette histoire-là ? Parce que pour rendre hommage à nos papis, mamies, enfin nos grands-parents qui ont fait la guerre et puis tous ceux qui sont morts. Et surtout, j'adore l'histoire, donc du coup, c'est comme ça que je connais. Autre action concrète proposée aux enfants ce matin, déposer de la terre de l'un des champs de bataille de Verdun. Une action inédite dans le département. Donc, une des valeurs cardinales de l'Union nationale des combattants, c'est la transmission de la mémoire. Pour que cela fonctionne avec nos jeunes, il faut du concret. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec cette terre que nous avons ramenée de Verdun pour honorer la mémoire des 12 enfants de la commune qui sont décédés lors de cette bataille effroyable en 1916. Ce n'est pas parce qu'on est dans un petit village que l'on n'est pas moins sensible aux grands événements qui ont marqué la France. Peut-être bien au contraire. Donc c'est une fierté partagée avec toute la population bazogeaise. À Angles, la mairie opte pour une commémoration nocturne avec une rétrospective vidéo inédite. L'objectif, rendre hommage aux 60 soldats tombés au front. Leur nom va apparaître à l'écran, avec leur âge aussi. C'est important de se rappeler que ces gens-là sont partis à la fleur de l'âge, à 20 ans certains. Quand on voit nos jeunes aujourd'hui à 20 ans, est-ce qu'ils seraient capables de partir à la guerre, comme sont partis leurs ancêtres, voire 17 ans parfois. Les témoins de cette Première Guerre mondiale ont bel et bien disparu, mais les jeunes perpétuent le devoir de mémoire. Le Conseil de développement de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral organise un cycle de conférences consacré à l'eau. La prochaine se déroulera le 21 novembre prochain et s'intéressera aux risques liés à cette ressource naturelle. Quels sont-ils ? Comment s'organise leur gestion et comment les prévenir ou les anticiper ? Un sujet qui fait forcément écho au passage de Xynthia qui n'avait pas épargné le territoire en 2010. La conférence est gratuite et ouverte à tous. Elle se tiendra à Chaillé-les-Marais. La communauté de communes est en train de travailler sur un plan intercommunal de mise en sécurité qui passera par de l'information et après peut-être, pourquoi pas, par des répétitions, se préparer au pire en espérant ne jamais connaître le pire. Je crois que déjà dans les établissements scolaires, il y a des répétitions des plans de prévention et de mise en sécurité pour des risques Céveso, pour des nuages toxiques, etc. Donc à l'échelle de notre territoire, pourquoi pas une fois de temps en temps, un exercice grandeur nature pour que les gens apprennent à connaître la marche à suivre en cas de nécessité. Sensibiliser et informer les habitants sur les enjeux de la transition écologique à l'échelle locale. C'est l'objectif de l'opération Vers l'avenir, lancée par Challengois en partenariat avec le CIDEV. Du 18 au 23 novembre 2024, sur différents sites de la communauté de communes, des conférences, ateliers et visites seront organisés pour mieux comprendre comment agir pour un avenir plus durable.
La transition, on y travaille comme l'ensemble de la population, chacun à son échelle, comme l'ensemble des collectivités. C'est important de faire un temps fort qui vienne sensibiliser et qui montre que la transition écologique, elle est dans le quotidien de chacun sous diverses facettes, sous de nombreuses facettes, et que c'est pas forcément une contrainte. Donc c'est ça qui va être assez intéressant. L'idée, c'est aussi de toucher des scolaires. Du lundi au mercredi, on aura des ateliers, des animations sur l'ensemble des communes. Le vendredi soir, on a une conférence du GIEC au Ciné Triskel à Châlons. Et le samedi, il y a un salon à Bois de Séné, à la salle des Cigognes, donc toute la journée avec des interventions et des conférences aussi tout du long du salon. Il y a des lots à gagner, il y a des stands, il y a des gens à rencontrer. Les 40 skippers du Vendée Globe se sont élancés il y a une semaine, comme leurs homologues du Vendée Globe virtuel. Le jeu Virtual Regatta permet de faire le tour du monde à la voile depuis son ordinateur ou son smartphone, avec les mêmes conditions météo que la course. La plateforme rencontre un énorme succès avec 600 000 inscrits. Alors comment tirer son épingle du jeu? Mathis Pires est le vainqueur du Vendée Globe 2020 virtuel, vous en dit plus. En parallèle du Vendée Globe, il y a une autre course qui s'est lancée, celle de Virtual Regatta. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un simulateur de course au large en ligne. Et depuis 2008, il est possible de participer au Vendée Globe depuis chez soi. Le jeu reproduit les mêmes conditions météorologiques que vont rencontrer les skippers pendant la course. Et comme en vrai, avant le départ, les utilisateurs ont équipé leur bateau avec les meilleures options possibles. Et depuis ce dimanche, 13h02, les e-skippers aussi sont en mer. Et vous en faites peut-être partie. Alors voilà quelques conseils pour réussir au mieux cette course, et c'est pas n'importe qui vous donne ces conseils. Il se surnomme Tigrou 26120 mais s'appelle en réalité Jean-Claude Goudon. C'est un ancien ingénieur de Thales, maintenant à la retraite. Il est le vainqueur de l'édition 2020. Avoir un bon routeur, donc qu'on trouve effectivement gratuitement sur Internet, qu'on peut aussi trouver en appartenant à une équipe. Et après, le troisième point, c'est accepter de faire l'effort de ne pas rater les mises à jour, les 4 fois par jour. Voilà. Quelquefois, quand on est dans le Vendée Globe, on se trouve dans des zones où les vents sont quand même assez stables. Et je vais dire qu'on peut étendre la nuit, au lieu de se lever à 6 heures, on va le faire à 8 heures. Parce qu'au bout d'un certain temps, on finit par être un peu fatigué quand même. D'autres conseils supplémentaires comme suivre des groupes Facebook, ça peut vous être utile pour surveiller les tendances et comprendre les stratégies, ou encore essayer de vous familiariser avec un routeur. Vous pouvez en trouver gratuitement sur Internet et qui ne sont pas compliqués à comprendre si vous êtes novice. Et peut-être grâce à ces conseils, vous arriverez devant vos amis dans 3 mois. Le centre minier de Fémoro a fermé ses portes début novembre pour préparer une nouvelle exposition. Elle s'intitule La mine info ou intox, une nouvelle exposition sensorielle et immersive conçue avec les objets de collection du centre et de nombreux témoignages. Reportage Cyril Guillet. Donc nous avons fermé le 3 novembre et dans quelques jours, on va démonter l'exposition Regard sur la mine pour remonter notre nouvelle exposition qui va se nommer La mine info ou intox. Toute l'équipe du centre minier de Fémoro est à pied d'œuvre pour préparer cette nouvelle exposition. Une exposition pensée et réalisée intégralement en interne. L'idée, c'est de casser des idées reçues, de se nourrir des réactions de nos visiteurs, des questions de nos visiteurs. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid dans la mine? Est-ce que les chevaux sont aveugles? Est-ce que les mineurs ont été renvoyés à la fermeture des mines? Une exposition découpée en 5 espaces qui se veut sensorielle et immersive, avec notamment la reconstitution de l'intérieur d'un coron. On a donc recréé les salles en version 3D afin de pouvoir se rendre compte vraiment de l'espace qu'on avait et des différents espaces qu'on voulait traiter. Parce qu'il y a toute la partie donc conception 3D et après la création visuelle, donc tout le graphisme de l'exposition qui sera également fait en interne. Pour mettre sur pied cette exposition, 1 an de travail a été nécessaire, avec notamment de fréquentes recherches dans les centres d'archives. Un appel à collecte a même été lancé. On a par exemple ici un contrat de travail qui nous a été donc prêté pour l'exposition, qui date de 1930, avec une partie en français et une partie en polonais. C'est un mineur qui donc est venu travailler ici à Fémoro. Il y a un intérêt historique important de conserver et de garder ces objets-là. À ce sujet, le centre minier est toujours à la recherche d'objets ou de témoignages. Si vous avez chez vous, dans vos greniers, d'anciens objets qui auraient appartenu à vos parents, grands-parents, etc., qui ont travaillé ici à Fémoro, nous, ça nous intéresse et ça permet d'enrichir une exposition, mais également d'enrichir nos connaissances sur l'histoire des mines de Fémoro.
L'exposition La mine info ou intox lève le voile sur 130 années d'exploitation minière, un patrimoine unique dans la région à découvrir à partir du 8 février prochain. C'est la fin de cet hebdo. Merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité vendéenne dès 7h lundi dans la matinale avec Caroline Tronche. Excellente fin de semaine sur TV Vendée.